Non mais c'est vrai, dès l'introduction tu n'as pas le droit de te dire surpris du ton de ces films. En tout cas, est-ce que Burton et Schumacher pourront jamais réellement coexister? C'est ce qu'on va voir aujourd'hui. Bonjour tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour parler des films Batman Forever et Batman et Robin, sortis respectivement en 1995 et 1997 et qui sont réalisés par Joel Schumacher. En effet, même s'il est un succès, le deuxième film Batman Returns de Tim Burton déçoit les attentes du studio qui décide de partir dans une direction totalement opposée avec ses deux suites. On y reviendra. En tout cas, après le Batman de 1966 et les deux films de Tim Burton, on s'attaque au bouton noir de la saga. Avant de commencer, je veux que vous sachiez que mon but est d'être un maximum objectif, mais évidemment, il est possible que je me trompe. Donc si vous avez un avis différent, tant mieux pour vous, mais n'hésitez surtout pas à en débattre avec moi dans les commentaires. Bon visionnage. Dans Batman Forever, le justicier va faire face à l'homme mystère qui veut devenir l'homme le plus intelligent du monde en aspirant l'intellect des habitants de Gotham pour se venger de Bruce Wayne. Pendant ce temps, le jeune Dick Grayson va vouloir se venger de la mort de ses parents tués par Double Face en devenant Robin, l'acolyte et équipier, sidekick, enfin bref comme vous voulez, de Batman. Dans Batman et Robin, deux nouvelles menaces vont arriver à Gotham City, donc Mr. Freeze qui souhaite congeler la ville et Poison Ivy qui veut rendre aux plantes le contrôle sur le monde. Mais Batman va surtout faire face à la crise d'adolescence de Robin qui veut une voiture et son propre signal dans le ciel. Voilà, on va commencer en parlant de l'univers et de l'ambiance. Can I persuade you to take a sandwich with you, sir? I'll get drive-through. Pour commencer, le changement de réalisateur impliquait aussi un changement drastique de l'univers, donc un changement d'esthétique, de ton, de casting, voire même carrément des contradictions scénaristiques avec les films précédents de Tim Burton, notamment tout ce qui va tourner autour de la vie amoureuse de Bruce Wayne et de la mort de ses parents qui ont subi pas mal de modifications. She seems lovely and wise. Never been in love before, Alfred. Previously on Batman. Et donc voilà, on n'est clairement pas sur les suites que l'on nous vend, mais bel et bien sur un reboot de la saga. Rentrons dans le vif du sujet et parlons de l'ambiance. Si chez Tim Burton, Gotham était plutôt fantastique, avec Schumacher, on est clairement plus sur de la science-fiction, donc on a des environnements très futuristes à la Star Wars et également un léger côté cyberpunk avec toutes ces publicités de néons géantes qu'on voit dans les rues de Gotham City. De même, on abandonne les tons gris pour des couleurs fluorescentes. Et soyons clairs, ce n'est clairement pas ce que je veux voir pour Gotham. Pour moi, ce n'est pas ça Gotham, mais il faut avouer que dans le délire des films, ça fonctionne. De même, dès l'introduction de Batman Forever, on voit très bien qu'on se dirige vers quelque chose de beaucoup plus familial et burlesque que les deux précédents opus. Les costumes ont des tétons, les répliques sont grotesques et accompagnées de mimiques exagérées. Et ça ira encore plus loin dans le second film où on a carrément les méchants déguisés en gorilles qui font un striptease dans un bal de charité organisé par Batman et Robin avec leur bat carte de crédit. 7 million. Je n'ai pas besoin d'aller plus loin, je pense que vous avez compris, on est sur une version années 90 du Batman des années 60 dont on reprend les codes quasi parodiques. Et pour Forever, je trouve que c'est vraiment réussi parce que même si on reprend le style et les designs cartoonesques, on garde quand même une très légère touche de sérieux qui permet de nous maintenir dans le film parce que d'après moi, Batman Forever reste un hommage qui a son style propre à mi-chemin entre celui de Tim Burton et de Martinson. Et je trouve même que Batman Forever n'est pas beaucoup plus kitsch que le film de 89 de Tim Burton, mais au contraire de celui-ci, il assume son côté kitsch, ce qui le rend un petit peu plus consistant que ce dernier dans son univers, je trouve. Beaucoup lui reprochent d'être un film hybride qui ne fait qu'alterner les moments sérieux et comiques, mais personnellement je ressens jamais de moments réellement sérieux. Il y a des moments qui sont un peu plus sérieux que d'autres, notamment quand des personnages meurent, mais c'est juste assez pour maintenir de la cohérence dans cet univers. Le tout reste traité de manière assez enfantine, colorée, ridicule, donc voilà, je ressens jamais réellement de cassure, de mélange de style, donc pour moi ça fonctionne plutôt bien. Batman et Robin, quant à lui, n'est plus seulement un hommage, mais presque une adaptation du Batman des années 60, alors pas au niveau de l'histoire, pas du tout, mais au niveau du style, de ce côté parodique, mais en essayant de les greffer à une histoire et des personnages plus modernes des années 90, ce qui fait que pour moi, ce film marche moins bien que Batman Forever parce qu'on en oublie carrément de raconter une histoire. Et justement, on va y venir dans la partie scénario. Mais avant de parler du scénario de Batman et Robin, faisons un petit détour vers Batman Forever, et soyons clairs, ce film est débile. Par exemple, les méchants vont s'infiltrer dans le manoir de Bruce Wayne en se faisant passer pour des enfants qui réclament des bonbons le soir d'Halloween.
Et donc voilà, on est clairement sur ce genre de scène au raisonnement insensé et totalement ridicule de la part des personnages, mais je trouve que cet humour colle plutôt bien avec l'ambiance de ces films, et à côté on n'oublie quand même pas de raconter une histoire. Alors je dis pas que c'est génial, ça reste bancal, ridicule, mais on est clairement là pour s'amuser, et si on prend le film pour ce qu'il est, on passe un bon moment. À côté, les personnages sont quand même développés un minimum, voire même plus que dans les films de Tim Burton, on en reparlera en partie personnages, mais bon voilà, on raconte quand même quelque chose. Bon, pas grand chose à dire de plus, pas grand chose à analyser au niveau du scénario, du traitement des personnages, mais tout de même, je trouve que ça fonctionne, ça se regarde. Ce qui ne sera pas le cas avec Batman et Robin, et justement, venons-y-en. Et voilà, pour Batman et Robin, on a encore une fois ce ton très ridicule de la série télé des années 60, à peine modernisé. Et comme pour Batman Forever, ça aurait pu marcher, sauf que là, le scénario n'est plus seulement ridicule, il est tout simplement mal écrit. Il suffit de regarder les intrigues liées aux différents personnages, elles ne sont quasiment pas liées entre elles. Donc voilà, déjà la structure du film est un petit peu éparpillée. Vous prenez l'histoire de Batgirl, de Poison Ivy, de Mr. Freeze, elles n'ont rien à voir si ce n'est que certains personnages s'allient à certains moments et donc s'opposent, mais à part ça, aucune intrigue n'a un lien au niveau des thèmes ou de leur évolution avec les autres personnages et les autres intrigues. Alors évidemment, le film Batman de 1966 ne faisait pas mieux, mais je pense qu'un blockbuster de 1997 se doit d'avoir une histoire plus travaillée qu'un épisode pilote de série parodique plus vieux de 30 ans. Le film de Martinson ne tentait même pas de raconter une histoire, mais justement, on pouvait laisser notre cerveau de côté et se laisser aller dans cette folie et prendre du plaisir à regarder le film. Alors que Batman et Robin, lui, a une narration et des personnages plus modernes, comme Forever en fait. Sauf qu'on oublie de les développer justement parce qu'on se concentre trop sur cette folie. Et vu qu'il y a trop de folie, eh ben, on n'a tout simplement pas envie, on ne peut pas s'investir dans des personnages et une histoire plus moderne. Et ces personnages qui sont là, on est obligé de se concentrer dessus car le film veut nous raconter quelque chose. Donc s'il veut nous raconter quelque chose, nous on essaie de comprendre. Et si on essaie de comprendre, du coup, ça nous fait nous décrocher totalement de ce côté parodique et ça ne marche pas. Cela dit, l'humour et les dialogues sont très appréciables dans les deux films. On dirait vraiment des répliques de cartoon hyper clichés. Bref, il y a des passages qui sont vraiment marrants et quand on les prend pour ce que c'est plutôt drôle. You're about to become compost. His name is Bane. A laundry service that delivers. Wow! Non mais sérieux, c'est tellement what the fuck que j'en ai éclaté de rire. C'est ridicule, c'est débile, mais vous y attendez vous vous y attendez à cette réplique? Eh bah franchement chapeau, vous êtes visionnaire, vous méritez des milliards. Bref, d'après moi, le premier film gardait quand même une histoire et des enjeux qui fonctionnaient, mais le deuxième film ne raconte rien, que ce soit au niveau de l'histoire ou des personnages, et justement, on y vient. Dans Batman Forever, Batman est 1000 fois plus intéressant que dans les films de Tim Burton. Alors je sais, je viens de me faire plein d'ennemis, mais c'est la vérité. Je veux dire, on parle un petit peu de sa psychologie, on montre les conséquences collatérales de son combat dans la ville de Gotham, on montre également les risques de sombrer dans la vengeance. You make the kill. But your pain doesn't die with Harvey, it grows. So you run out into the night to find another face. And another. And another. Until one terrible morning you wake up and realize that revenge has become your whole life. And you won't know why. Bref, on traite quand même un minimum de choses autour du personnage, et oui, c'est très superficiel, comme d'ailleurs sa romance avec la psychiatre Chase, ou encore sa remise en question à la fin du film, qui n'ont tous les deux aucun impact sur le film, mais au moins on aborde ces points, ce qui n'était pas le cas dans la version de Tim Burton, c'était à peine suggéré. On te montre que ces dynamiques du personnage, ces facettes existent sans pour autant les explorer, mais voilà, on te montre enfin un peu plus de choses sur Batman au cinéma. Dans ce premier film, il est incarné par Val Kilmer, et franchement, c'est un très bon Batman. Il a de la prestance, quand il dit quelque chose, tu y crois. I just saved your life. You owe me. You are totally out of control. You're gonna get yourself killed. Et puis même physiquement, il est musclé, et puis il a un air assez sérieux qui le rend plutôt crédible dans le rôle. Donc ouais, franchement, c'est un bon Batman. Malheureusement, il n'a pas repris son rôle pour la suite, et c'est George Clooney qui va enfiler le costume. Alors physiquement, pourquoi pas, parce qu'il a cette allure de playboy milliardaire qui fonctionne bien pour le rôle, mais au niveau du jeu, il ne joue pas du tout. Il garde son petit sourire en coin pendant l'intégralité du film, même dans les moments les plus dramatiques. I can't believe it. I know. Alors il y a quelques moments qui passent plutôt bien, mais globalement, ouais, il ne joue pas. Pour ce qui est du personnage en lui-même, il n'est pas très présent dans l'œuvre, il n'évolue pas du tout, et sa relation avec Robin n'a aucun impact sur l'histoire, donc voilà, on a fait un pas en arrière par rapport à Batman Forever. Le personnage n'est plus trop traité,
plus trop traité. Voilà, j'ai réussi comme un personnage principal et voilà quoi, ça pose un petit peu problème. Dans ce deuxième film, il y a encore une nouvelle romance et cette meuf sort de nulle part, elle n'a pas de nom et on en est à un stade où dans le film, ils parlent de mariage, ils vont se marier dans le film. Are you going to tie the knot? Marriage? Marriage. You wanna give me a hand here? Ruth and I are recklessly in love, and that's most certainly enough for us. For now. Et c'est tellement mal écrit et mal joué que moi, dans ma tête, quand je voyais ça, pour moi, c'était juste un coup d'un soir et puis la meuf se sentait déjà pousser des ailes en mode « Oh, je vais marier Bruce Wayne », mais non, ils sont en couple et ils vont se marier. Il y a un petit problème, je pense. Oui, allô, non. Et pour parler rapidement des costumes des deux films, malgré l'ajout de tétons, je les trouve plutôt bons. C'est des versions un petit peu moins caoutchouc du costume des films de Tim Burton qui étaient très sympas. Et donc voilà, ouais, je trouve que c'est des costumes qui fonctionnent bien. Par contre, pour ce qui est des costumes de combat final des deux films qui sont très brillants, là pour le coup, on repassera. Bref, si dans Forever, le personnage était franchement plutôt réussi, dans Batman et Robin, que ce soit au niveau de l'acting ou du traitement du personnage, effectivement, c'est une catastrophe. Et oui, je pense que c'est le pire Batman qu'on ait jamais vu au cinéma. Et heureusement pour Michael Keaton, hein, parce que sans lui, il était tout en bas de l'échelle. Oui, je sais que je vais encore me faire des ennemis, mais allez voir mes critiques de Batman de Tim Burton et on en reparle. Mais j'aime bien débattre avec des arguments, parce que si je fais toute une vidéo de 30 minutes pour dire que pour moi le Batman de Michael Keaton il est pas terrible et qu'on me répond dans les commentaires non tu as tort c'est l'inverse, bah non en fait, non je vois pas intérêt, ça mène à rien. Enfin bref, je pense qu'on est d'accord, dans Batman et Robin, le personnage est très mal exploité. On n'a même pas l'impression que c'est le personnage principal de son propre film. It's Batman and Robin, not Robin and Batman. Ah bah justement, parlons de Robin. Dans Batman Forever, je trouve que le personnage est très bien intégré au scénario, il apporte même une sorte de second souffle à l'intrigue, et également la relation mentor-apprenti avec Batman, donc voilà, ça rend toute l'histoire un peu plus intéressante à suivre. Mais je dois avouer qu'il y a une légère cassure dans le récit également, on voit ses parents mourir, puis dans la scène d'après, il est déjà adopté par Batman, et vit déjà au manoir Wayne, et il surnomme déjà Alfred Hall, alors que c'est clairement la scène où il arrive pour la première fois à Manor Wayne. Donc voilà, c'est un peu confusant, t'as l'impression qu'il manque quelque chose, on a du mal à se rendre compte des événements et du temps qui est passé. Bref, ça paraît un petit peu précipité. Le personnage en lui-même est correct, il a quelques moments drôles ou attachants. Who the hell are you? I'm Batman. Hey, so I forgot my suit, all right? Mais il est également assez tête à claque et lourd, notamment dans le deuxième film. Et pour ce qui est de l'acteur Chris O'Donnell, je trouve que franchement, il joue plutôt bien compte tenu des dialogues qu'on lui donne. Et donc voilà, le personnage est plutôt sympathique, mais enfin bref, en demi-teinte, ça va. Maintenant, le méchant du premier film, Jim Carrey, je veux dire, l'homme mystère, joué par Jim Carrey. Il crie, il fait des grimaces, il pleure, il danse, bref, il fait n'importe quoi comme d'habitude, et ça marche. Sucking up your IQ, vacuuming the cortex, feeding off your brain. Il est vraiment hilarant, et puis le personnage est pas mal non plus, ses motivations sont plutôt bien trouvées, le fait qu'ils veulent se venger de Bruce Wayne en posant des énigmes parce que son travail soulève trop de questions. Questions, Mr. Wayne. My work raises too many questions. Why hasn't anybody put you in your place? Donc voilà, je trouve que c'est plutôt pas mal fait. Et d'ailleurs, c'est le personnage qui va sortir la ligne qui va le mieux définir ces deux films. Was that over the top? I can never tell. Et puis ses interactions avec Batman sont plutôt pas mal, donc ses punchlines, ses jeux de mots, bref, du pur Batman comme dans les jeux Arkham. Et franchement, je trouve qu'on n'en a pas eu assez au cinéma, c'est plutôt sympa. Riddle me this, riddle me that. Who's afraid of the big black bat? No more tricks, Edward. Very well then. Enfin voilà, plutôt satisfait du personnage. Le seul reproche que j'aurais à lui faire, c'est qu'il ressemble un petit peu trop au Joker, donc à rigoler tout le temps avec ses cheveux et ses costumes étranges et colorés. C'est d'ailleurs le même reproche que je pourrais faire au second méchant du film, Double Face, qui est d'ailleurs très bien interprété par Tommy Lee Jones. J'aime vraiment la voix de l'acteur dans le rôle. You're counting on the winged Avenger to deliver you from evil, aren't you, my friend? Il est plutôt fun, mais voilà, assez oubliable car la folie de Jim Carrey lui fait de l'ombre.
Mais bon, c'est un personnage qui fonctionne bien. Enfin voilà, les deux méchants du film sont unidimensionnels, un peu ridicules, mais voilà, dans leur délire ça fonctionne bien et ils sont vraiment ultra fun. Les méchants du second film sont plus fantastiques que jamais, mais d'après moi ils se contentent plutôt d'être ridicules pendant tout le film. Alors assez dur évidemment de juger les performances de Arnold Schwarzenegger et de Uma Thurman en Mr. Freeze et Poison Ivy, parce qu'avec un tel niveau d'écriture totalement barré et cartoonesque, bref c'est un petit peu difficile, donc on pourrait dire que vraiment ce jeu très ridicule et très fake est dû à l'écriture. Reinforced steel. Not good. Mais voilà, je trouve qu'il n'y a pas cette surenchère de folie comme on pouvait l'avoir avec le pingouin de Danny DeVito ou le Riddler de Jim Carrey. Je trouve que c'est plus malaisant qu'autre chose. J'ai plus l'impression qu'en fait les acteurs, ils savaient pas trop comment jouer cette folie. Et je trouve que le rendu est un petit peu ridicule. C'est peut-être voulu encore une fois, mais personnellement je trouve que c'est moins marrant et un peu plus malaisant que dans les films précédents. Wayne Enterprises. Pour ce qui est des méchants en eux-mêmes, j'avoue que j'ai un petit peu de mal à croire aux origines et aux motivations tragiques de Mr. Freeze quand on voit le personnage se détendre en pantoufle dans son repère et balancer des jeux de mots H24. Alors oui, c'est vraiment très marrant parce que 90% des répliques de Mr. Freeze sont des jeux de mots par rapport à la glace, au froid, à la température. Tonight's forecast. A freeze is coming. Allow me to break the ice. My name is Freeze. Donc voilà, c'est fun, ça fait très cartoon, c'est très cool, mais au-delà de ça, quand on voit le personnage ne pas arrêter de rigoler comme ça et que tu vois qu'il fait tout ça pour des raisons tragiques, bah, je trouve que les deux collent pas ensemble et j'arrive pas à prendre ce personnage au sérieux, même si évidemment on n'est pas censé le prendre au sérieux, mais j'arrive pas à m'intéresser et à vraiment croire à ce qu'a vécu le personnage. Pareil pour Poison Ivy, et ce que je regrette vraiment au niveau de ce personnage, quand on prend Mr. Freeze, son intrigue est un minimum reliée à la Bat Family, à Batman, à Robin, tout ça. Mais par contre, quand on prend Poison Ivy, bah, au final, si on l'enlève du film, le scénario peut quasiment rester le même, elle apporte que quelques péripéties. Mais bon voilà, je trouve que Poison Ivy, pour un rôle qui est censé être assez important, finalement elle n'a pas une grande importance dans l'histoire. Et ça nous ramène justement au défaut d'intrigue un petit peu décousu, même très décousu, dont je parlais dans la partie scénario pour Batman et Robin. Sinon, l'Alfred de Michael Gogg, qui était également présent dans les films de Tim Burton, a enfin l'importance qu'il mérite. Il est même assez touchant, notamment dans le deuxième film, même si son intrigue est réglée de manière extrêmement rapide. On arrive quand même à ressentir des choses pour ce personnage qui est très attachant. I love you, old man. And I love you too. Vous avez compris, les personnages sont plus qu'inégaux d'un film à l'autre. Forever ne faisait pas des merveilles, mais au moins ça fonctionnait, alors que dans Batman et Robin, c'est plutôt bancal et bâclé. Les seuls personnages qui évoluent, et ils ne sont pas nombreux, comme par exemple Batgirl, vont être les mêmes pendant l'intégralité du film jusqu'à la fin, où d'un coup, pouf, ils vont changer. Donc Batgirl, qui était juste la nièce d'Alfred pendant tout le film, va dans la dernière dizaine de minutes du film devenir Batgirl, de nulle part, comme ça, sans qu'on en ait parlé. Juste elle arrive, et voilà, maintenant je suis Batgirl. Voilà, c'est fait de manière très bâclée. Et pour ce qui est des acteurs, dans Forever, c'était vraiment très fun. Mais dans le deuxième, bah, je trouve que ça en devient un peu ridicule. Je trouve que les acteurs font pas un super travail. Enfin bref, on passe au visuel. Sur ce point, les deux films sont tout aussi enflés que sur les autres aspects. Déjà, au niveau de la réalisation, chaque plan se veut le plus dynamique possible jusqu'à en être ridicule, parce que quasiment chaque plan est composé d'un travelling, d'un ralenti ou d'un Dutch angle, si c'est pas les trois en même temps. À certains moments, c'est pertinent, comme le plan débulé qui montre que Bruce Wayne est perturbé en allant chez la psychiatre Chase, mais bon, globalement, c'est complètement à l'ouest. Et pour ce qui est des plans en termes d'esthétique pure, globalement, pour trouver un beau plan, faut chercher. Là où dans les films de Tim Burton, on nous proposait souvent des plans qui étaient très sympathiques. Là, il n'y a qu'un seul plan qui m'a marqué dans l'intégralité de ces deux films. C'est le plan où la pièce de double face va éclipser le Bat-Signal. Alors, les effets spéciaux de cette scène ne sont pas beaux, mais j'aime bien l'idée de la pièce qui va couvrir le Bat-Signal. C'est plutôt sympathique. Et je trouve que c'est d'ailleurs moins forcé que le vaisseau de Batman qui va passer devant la Lune dans le Batman de 1989. Mais bon, là n'est pas le sujet. Bon, on a déjà parlé de l'éclairage bardé de spots et de néons colorés qui bougent dans tous les sens. Le tout est baigné dans une lumière verte, rose ou orangée, ce qui n'est pas sans rappeler la mocheté du Justice League de 2017. Ça fonctionne dans le délire. Mais bon voilà, je ne pense pas qu'on puisse trouver ces visuels réellement beaux, et je déconseillerais de regarder ces films en navigation sous peine de redécouvrir ce que vous avez mangé le matin.
Cela dit, pour apporter un petit peu de positivité dans cette critique, je trouve que les combats sont nettement moins kitsch que dans les films Batman de Tim Burton. Alors évidemment, c'est plus ridicule que jamais au niveau des bruitages, des chorégraphies, c'est hyper kitsch, hyper cartoonesque. Good night. Mais vu que tous les films sont dans ce contexte, je trouve que ça dénote moins avec le reste du film, ce qui était un petit peu le cas dans les films de Tim Burton où parfois on voyait les mouvements un petit peu rigides du costume de Batman. Là, tout est dans ce ridicule, donc voilà, franchement, je trouve que ça fonctionne plutôt bien, c'est plutôt fun, c'est ridicule, paf, pif, paf, paf, ça rappelle les années 60. Bref, nous pouvons passer à la suite. Finalement, l'aspect science-fiction et le ton beaucoup plus fou de ces deux films font qu'il y a beaucoup plus d'effets spéciaux que dans les films précédents et que dans n'importe quel autre film Batman à ce jour. Enfin, je ne sais pas si on peut réellement quantifier la quantité, oui, c'est un peu un pléonasme, mais bon, là n'est pas la question. Franchement, je trouve que les films ne s'en sortent pas trop mal. Alors évidemment, même pour les années 90, c'est moche. Mais compte tenu du ton totalement barré, presque parodique de ces films, et du fait qu'à cette époque, les films de super-héros, en termes d'effets spéciaux, étaient généralement très très mauvais, je trouve que franchement, ça passe plutôt bien. Tu as des scènes assez grandioses, tout en effets spéciaux. Franchement, je trouve que ça rend plutôt bien, même si évidemment, il y a des moments, on va pas se mentir, il y a des fonds verts absolument dégueulasses. Mais regardez-moi ça, c'est de toute beauté, c'est magnifique. Bref, visuellement, ce n'est pas terrible. Il y a quelques bons points, mais bon, dans l'ensemble, c'est quand même plutôt moche. Par contre, on ne peut pas enlever à ces deux films leur esthétique qui, pour le coup, est très marquante, reconnaissable et unique par leur mocheté. Bon bref, on passe à la musique parce que cette critique commence à être décadente. Dans la même veine, la bande originale de Elliot Goldenthal, ou Goldenthal, je sais pas comment vous le prononcez, mais vous faites comme vous voulez, est très kitsch et pompeuse. Mais bon, encore une fois, ça fonctionne bien dans le délire des films, et sans être du Danny Elfman, je trouve que le thème principal est même un petit peu épique. On a aussi le thème de l'Observatoire dans le second film, qui est franchement plutôt excitant. Le côté science-fiction de l'univers laisse également son empreinte dans certains passages, comme celui de l'entrée de la Batcave dans Batman Forever. Chair. Et pour finir, on peut voir que la musique est tout aussi en roue libre que le reste du film quand on regarde le thème de Poison Ivy, qui est un genre de mélange insensé entre des tambours tribaux et une musique jazz assez calme. Bref, la musique fonctionne bien, elle est loin d'être exceptionnelle, mais il y a quelques moments où elle se démarque un petit peu. Bref, on passe à la conclusion. Pour conclure, Batman Forever et Batman et Robin sont assez inégaux. Si l'univers est assez bien géré dans le premier film compte tenu de ce qu'il est, il part un peu trop en vrille dans le second film, idem pour l'histoire et les personnages qui dans le premier film sont sauvés par des performances d'acteurs assez sympathiques, ce qui ne sera pas le cas dans le second film. En tout cas, les deux films partagent des visuels et une bande originale qui fonctionnent dans leur délire, mais qui sont loin d'être excellents. Vous avez compris, je vous conseille moyennement les Batman de Joel Schumacher. Si je trouve que Batman Forever tient vraiment debout, et ben c'est pas vraiment le cas de Batman et Robin, qui d'après moi est vraiment raté. Et oui, je sais que la folie, la débilité du film est assumée, mais est-ce que ça suffit pour dire que le film est réussi? Je pense pas. Mais bon, après c'est vrai que c'est très difficile de critiquer objectivement ces deux films, parce que voilà, c'est d'une folie telle que vraiment l'avis de chacun va vraiment être très important dans votre appréciation du film. Et donc voilà, ces deux films, ça passe ou ça casse, et ça, ce sera à vous de le savoir. C'est pour cela que si je devais redonner une note en essayant d'être objectif comme d'habitude, je leur mettrais environ 12 sur 20 pour le premier et 6 sur 20 pour le second. Alors oui, je sais, l'écart est grand, mais bon, pour la cohérence entre les notes de la rétrospective Batman, faut parfois y aller fort. En tout cas, sûrement aidé par son casting, Batman Forever fonctionne plutôt bien au box-office, malgré des critiques assez négatives, et Batman et Robin, quant à lui, est un échec financier et reçoit des critiques très négatives, ce qui cause l'annulation de toutes les suites prévues pour la franchise. Et Batman disparaît du grand écran pendant de nombreuses années, jusqu'à l'arrivée de Christopher Nolan qui va enfin tenter d'apporter réalisme et sérieux à la franchise avec sa trilogie The Dark Knight, dont on parlera bientôt. Bon bah voilà, c'en est tout pour cette vidéo, désolé du retard,
mais entre le bac que j'ai dû préparer et puis la GoPro qui a cassé et puis plein de problèmes, bref j'ai mis beaucoup de temps à pouvoir enfin faire cette vidéo, mais voilà vous l'avez. Maintenant si c'est le cas, vous l'avez aimé, peut-être que oui, et ben je suis content pour vous, et si peut-être que non, et ben dans ce cas là tant pis pour moi. Bonsoir, salut, allez à demain.